Le samedi 15 août 2000, trois sœurs âgées de 12, 14 et 16 ans quittent une réception de mariage dans le centre de Bordeaux. Elles ne reviendront jamais à la maison. Pendant 22 ans, leur disparition reste un mystère absolu. Aucune trace, aucun indice, aucune explication. Puis, en 2022, lors de la numérisation d'anciennes photos de famille, quelqu'un remarque un détail qui était là depuis le début. Un détail si troublant qu'il mènera directement à l'arrestation du coupable et révélera l'une des vérités les plus glaçantes de l'histoire criminelle française récente. Comment trois enfants peuvent-elles disparaître sous les yeux de dizaines de témoins sans laisser la moindre trace? Et surtout, comment la réponse à cette question peut-elle se cacher pendant plus de 2 décennies dans une simple photographie? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Bordeaux, août 2000. La France traverse une période de prospérité économique relative. L'euro n'existe pas encore. Les téléphones portables sont un luxe que peu de familles possèdent, et Internet commence à peine à s'installer dans les foyers français. Dans cette ambiance de fin de siècle, la famille Beaumont mène une vie paisible dans le quartier de Codéran, à l'ouest de Bordeaux. Marcel Beaumont, 43 ans, travaille comme ingénieur civil pour la mairie de Bordeaux. Homme méticuleux et dévoué, il supervise les travaux d'infrastructure de la ville en pleine expansion. Sa femme, Sylvie, 41 ans, enseigne le français au collège François Mauriac, dans le quartier des Chartrons. Ensemble, ils forment un couple stable, unis par l'amour de leurs 3 filles et par des valeurs familiales traditionnelles profondément ancrées. Clémence, l'aînée, vient de fêter ses 16 ans en juin. Grande pour son âge, élancée, elle rêve de devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Depuis l'âge de 6 ans, elle suit des cours de danse classique au Conservatoire de Bordeaux. Ses professeurs louent sa grâce naturelle et sa détermination exceptionnelle. Clémence passe ses étés à perfectionner sa technique, répétant inlassablement ses mouvements dans le garage familial transformé en studio de fortune. Hortense, 14 ans, représente l'intellectuel de la famille. Passionnée de mathématiques et de sciences, elle excelle dans toutes les matières au lycée Victor-Louis. Contrairement à sa sœur aînée qui vit dans le monde artistique, Hortense préfère les certitudes des équations et les mystères de la physique. Elle passe ses après-midi plongée dans des livres d'astronomie, rêvant de devenir astrophysicienne. Constance, la Benjamine de 12 ans, apporte la joie et la spontanéité dans la famille. Espiègle et curieuse, elle a le don de faire rire tout le monde avec ses observations perspicaces sur le monde des adultes. Excellente élève comme ses sœurs, elle montre déjà un talent remarquable pour les langues étrangères, parlant couramment anglais et commençant à apprendre l'espagnol. Les 3 sœurs partagent une complicité rare. Malgré leurs personnalités différentes, elles sont inséparables. Chaque soir, elles se retrouvent dans la chambre de Clémence pour partager les événements de leur journée. Les week-ends, elles explorent Bordeaux à vélo, découvrant les recoins de leur ville natale avec l'émerveillement de l'enfance. La famille Beaumont jouit d'une excellente réputation dans le quartier de Codéran. Leurs voisins décrivent Marcel et Sylvie comme des parents exemplaires, toujours présents pour leurs filles sans être envahissants. Les 3 sœurs sont connues pour leur politesse, leur intelligence et leur joie de vivre. Elles participent activement à la vie de la paroisse Sainte-Eulalie, où elles animent des activités pour les enfants plus jeunes. L'été 2000 s'annonce particulièrement joyeux pour la famille. Marianne Delacroix, la fille de la sœur de Sylvie, va épouser son fiancé Antoine Renaud le 15 août. Marianne, 24 ans, travaille comme infirmière à l'hôpital Saint-André. Antoine, 26 ans, est comptable dans un cabinet du centre-ville. Leur mariage représente un événement majeur pour toute la famille élargie. Les préparatifs du mariage mobilisent la famille depuis des mois. Sylvie aide sa sœur Claire, la mère de Marianne, à organiser la réception. Les 3 filles Beaumont participent activement aux préparatifs.
Clémence doit interpréter une danse lors de la soirée, Hortense s'occupe de la logistique des invitations et Constance a été choisie pour porter les alliances. Le mariage aura lieu à l'église Saint-Seurin, l'une des plus anciennes églises de Bordeaux, située dans le quartier du même nom. La réception se déroulera dans la salle des fêtes municipales du quartier Saint-Augustin, capable d'accueillir les 150 invités prévus. La famille a engagé Henri Lavigne, un photographe professionnel réputé de la région, pour immortaliser cette journée exceptionnelle. Henri Lavigne, 47 ans, exerce son métier depuis plus de 20 ans. Il possède un studio photographique rue Sainte-Catherine, l'artère commerçante principale de Bordeaux. Spécialisé dans les mariages et les événements familiaux, il jouit d'une excellente réputation. Ses photos sont réputées pour leur qualité artistique et leur capacité à saisir l'émotion des moments importants. De nombreuses familles bourgeoises de Bordeaux font appel à ses services pour leurs événements marquants. L'homme présente bien, toujours impeccablement vêtu, parlant avec aisance et démontrant une grande culture artistique. Il sait mettre ses clients à l'aise et possède le don de rendre naturelles même les poses les plus formelles. Les enfants l'apprécient particulièrement car il sait les faire rire et obtenir d'eux des expressions spontanées et joyeuses. Pour le mariage de Marianne, Henri Lavigne a été recommandé par plusieurs familles du quartier. Il a rencontré les futurs époux à 3 reprises avant le grand jour pour discuter du déroulement de la journée et repérer les meilleurs angles dans l'église et la salle de réception. Sa méthode de travail, minutieuse et professionnelle, rassure les familles qui lui confient leurs souvenirs les plus précieux. Le matin du 15 août 2000, Bordeaux baigne dans une chaleur estivale typique de l'Aquitaine. Le thermomètre affiche déjà 26 degrés à 8 heures du matin, promettant une journée ensoleillée parfaite pour les festivités. La famille Beaumont se réveille dans l'excitation générale. Cette journée marque non seulement le mariage de Marianne, mais aussi les derniers moments de liberté avant la rentrée scolaire prévue pour le 4 septembre. Sylvie aide ses 3 filles à se préparer avec un soin particulier. Clémence porte une robe bleu marine élégante, choisie spécialement pour mettre en valeur sa silhouette de danseuse. Hortense a opté pour une tenue plus sobre, une robe grise qui reflète sa personnalité discrète mais raffinée. Constance rayonne dans sa robe rose pâle, assortie à un petit sac à main qu'elle porte fièrement en bandoulière. Marcel conduit sa famille jusqu'à l'église Saint-Seurin dans leur Peugeot 306 familial. Le trajet depuis Codéran prend 20 minutes en traversant le centre historique de Bordeaux. Les filles bavardent joyeusement à l'arrière, impatientes de retrouver leurs cousins et cousines qu'elles n'ont pas vus depuis Noël. La cérémonie religieuse commence à 14 heures précises. Henri Lavigne est déjà présent depuis 13 heures pour préparer son matériel et repérer les meilleurs emplacements. Il salue chaleureusement la famille Beaumont, complimentant les 3 sœurs sur leur élégance. Constance rougit de plaisir quand il lui dit qu'elle ressemble à une princesse de conte de fées. Pendant la cérémonie, Henri Lavigne circule discrètement dans l'église, capturant les moments émouvants, l'échange des vœux, l'émotion des parents, les sourires complices des invités. Il accorde une attention particulière aux enfants de l'Assemblée, sachant que ces photos seront particulièrement appréciées par les familles. Les 3 sœurs Beaumont figurent dans de nombreux clichés, tantôt rassemblées, tantôt avec leurs parents ou d'autres membres de la famille. Après la cérémonie, vers 16 heures, le cortège se dirige vers la salle des fêtes municipales de Saint-Augustin pour la réception. Henri Lavigne propose de prendre quelques photos de groupe sur le parvis de l'église, profitant de la belle lumière de l'après-midi. Les 3 sœurs posent naturellement, habituées aux objectifs depuis leur plus jeune âge, grâce aux nombreuses photos de famille. La réception commence par un cocktail dans le jardin attenant à la salle des fêtes. Les invités se mélangent dans une ambiance détendue et joyeuse. Henri Lavigne continue son travail, immortalisant les retrouvailles familiales et les moments de bonheur spontané. Il remarque que les 3 sœurs Beaumont se lient rapidement d'amitié avec d'autres enfants présents, organisant des jeux improvisés sous les arbres du jardin. Le repas est servi à 19 heures dans la grande salle décorée de fleurs blanches et de rubans dorés.
Les tables rondes de 8 personnes favorisent les conversations et créent une atmosphère intimiste malgré le nombre d'invités. La famille Beaumont partage une table avec Claire et son mari, ainsi qu'avec les grands-parents maternels des filles. Pendant le dîner, Clémence exécute la danse qu'elle a préparée, une chorégraphie sur un air de Vivaldi qui émeut l'assemblée. Henri Lavigne filme la performance avec sa caméra vidéo professionnelle, captant chaque mouvement gracieux de l'adolescente. Les applaudissements nourris récompensent son talent et sa grâce naturelle. Vers 22 heures, la soirée dansante commence. Un orchestre local interprète les succès du moment, ainsi que des classiques de la chanson française. Les trois sœurs dansent ensemble sur plusieurs morceaux, attirant l'attention par leur complicité évidente et leur joie communicative. Henri Lavigne continue de les photographier, notant mentalement que ces images de bonheur familial feront des souvenirs précieux. À 23h30, Marcel et Sylvie décident qu'il est temps de rentrer. Constance commence à montrer des signes de fatigue, et le lendemain est un dimanche que la famille souhaite passer ensemble avant la reprise des cours. Les parents annoncent leur départ prochain aux filles, qui demandent encore quelques minutes pour dire au revoir à leurs nouveaux amis. C'est à ce moment précis que les événements prennent une tournure dramatique. Vers 23h45, Marcel et Sylvie rassemblent leurs affaires et se dirigent vers la sortie de la salle pour chercher leurs filles. Ils supposent qu'elles sont dans le jardin, où plusieurs groupes d'enfants et d'adolescents continuent de discuter malgré l'heure tardive. Mais les trois sœurs ne sont nulle part. Marcel fait le tour complet du jardin, appelant leurs prénoms sans obtenir de réponse. Sylvie interroge les autres enfants présents, mais aucun ne les a vus depuis au moins 20 minutes. L'inquiétude commence à poindre dans l'esprit des parents, même s'ils tentent de rester rationnels. Marcel retourne dans la salle de réception, pensant que ses filles sont peut-être aux toilettes ou qu'elles aident au rangement. Il questionne les membres de la famille et les amis proches, mais personne n'a vu Clémence, Hortense et Constance depuis la fin du dîner. Certains invités se souviennent de les avoir vus danser vers 22h30, mais pas après. À minuit 15, la panique s'installe définitivement. Tous les invités encore présents participent aux recherches. Ils fouillent méthodiquement chaque recoin de la salle des fêtes, du jardin et même des rues adjacentes. Claire appelle immédiatement sa fille Marianne, qui interrompt sa nuit de noces pour revenir sur place et aider aux recherches. Henri Lavigne, qui range encore son matériel photographique, se joint spontanément aux recherches. Il connaît bien les lieux pour y avoir travaillé à plusieurs reprises et propose de vérifier les espaces techniques de la salle, normalement inaccessibles au public. Sa connaissance des bâtiments municipaux de Bordeaux lui permet de guider les recherches vers des zones que d'autres auraient négligées. À 1h du matin, Marcel prend la décision d'appeler la police. Le commissariat de Bordeaux-Centre dépêche immédiatement une patrouille sur place. Les agents Dubois et Leclerc arrivent 15 minutes plus tard et commencent à recueillir les premiers témoignages. Ils établissent rapidement que les trois sœurs ont été vues pour la dernière fois vers 23h dans le jardin de la salle des fêtes. L'enquête préliminaire révèle que les filles ne sont parties avec aucun des invités. Tous les adultes présents sont interrogés et leurs témoignages concordent. Personne n'a vu les trois sœurs quitter les lieux. Cette absence de témoins rend la disparition d'autant plus mystérieuse et inquiétante. Les agents contactent immédiatement la brigade criminelle de Bordeaux et déclenchent le protocole d'alerte enlèvement, bien que ce dispositif n'existe pas encore officiellement en France en 2000. Néanmoins, toutes les patrouilles de la région sont alertées et une description détaillée des trois filles est diffusée dans tous les commissariats de Gironde. Henri Lavigne propose spontanément de développer en urgence toutes les photos prises pendant la soirée, espérant qu'elles pourront fournir des indices sur les derniers moments des trois sœurs. Il se rend immédiatement dans son studio et travaille toute la nuit pour traiter les pellicules. Les photos seront remises aux enquêteurs dès le lendemain matin. À l'aube du 16 août, les trois sœurs Beaumont ont officiellement disparu depuis plus de 6 heures. Leurs parents, épuisés et désespérés, refusent de quitter les lieux, espérant encore que leurs filles réapparaîtront par miracle.
Mais au fond de leur cœur, ils commencent à réaliser que quelque chose de terrible s'est produit. Le commissaire Alain Dubois, qui prend la direction de l'enquête dès le samedi matin, établit rapidement que la disparition simultanée de 3 enfants ne peut être le fruit du hasard. L'hypothèse de la fugue est immédiatement écartée. Les filles n'avaient aucune raison de partir. Elles étaient heureuses et équilibrées, et surtout, elles n'avaient emporté aucune affaire personnelle. Les premières 48 heures d'enquête mobilisent des moyens considérables. Plus de 50 policiers et gendarmes participent aux recherches dans tout Bordeaux et ses environs. Les berges de la Garonne sont fouillées par les plongeurs, les forêts environnantes battues par les maîtres chiens et tous les véhicules suspects contrôlés dans un périmètre de 100 km autour de la ville. Mais malgré ces efforts colossaux, aucune trace des 3 sœurs n'est découverte. Elles semblent avoir disparu dans la nature comme si la terre les avait englouties. Cette disparition marque le début d'une enquête qui va bouleverser la vie de la famille Beaumont et de toute la communauté bordelaise. Les semaines qui suivent, la disparition transforme radicalement la vie de la famille Beaumont. Marcel prend un congé sans solde de son poste d'ingénieur pour se consacrer entièrement aux recherches. Chaque matin, il parcourt les rues de Bordeaux avec des photos de ses filles, interrogeant commerçants, passants et toute personne susceptible d'avoir aperçu quelque chose d'inhabituel le soir du 15 août. Sylvie, elle, sombre dans une dépression profonde. Incapable de retourner enseigner, elle passe ses journées assise dans la chambre de Clémence, tenant contre elle les vêtements de ses filles, respirant encore leur parfum qui s'estompe peu à peu. Elle refuse catégoriquement de toucher à leurs affaires, gardant leur chambre exactement comme elles les ont laissées le matin du mariage. L'enquête officielle piétine rapidement. Le commissaire Dubois explore toutes les pistes possibles. Les relevés téléphoniques de la famille ne révèlent rien d'anormal. Les comptes bancaires n'ont montré aucune transaction suspecte. Les témoignages des 150 invités du mariage sont recoupés méticuleusement, mais aucune contradiction n'apparaît. Tout le monde s'accorde à dire que les 3 filles étaient heureuses et insouciantes pendant toute la soirée. L'hypothèse d'un enlèvement crapuleux est rapidement abandonnée. Aucune demande de rançon n'est formulée. Les enquêteurs explorent alors la piste d'un prédateur sexuel, mais aucun délinquant connu de ce type n'a été signalé dans la région bordelaise à cette période. Les registres des délinquants sexuels de toute l'Aquitaine sont passés au crible sans résultat. Henri Lavigne remet aux enquêteurs toutes les photos prises pendant le mariage, soit plus de 400 clichés développés en urgence. Chaque image est analysée minutieusement par les experts de la police scientifique. Les photos montrent effectivement les 3 sœurs à différents moments de la soirée, mais rien d'anormal n'y apparaît. Elles semblent parfaitement détendues et heureuse jusqu'aux dernières images prises vers 22 heures. Le photographe fait également preuve d'une coopération exemplaire avec les enquêteurs. Il fournit spontanément son emploi du temps complet du 15 août, les coordonnées de tous ses clients récents et accepte même une perquisition volontaire de son studio et de son domicile. Rien de suspect n'est découvert. Henri Lavigne apparaît comme un professionnel respecté, père de famille sans histoire, vivant depuis 15 ans avec sa femme dans une maison bourgeoise du quartier Chartron. Les mois passent et l'affaire commence à s'enliser. Les médias nationaux s'emparent de l'histoire en septembre 2000, transformant la disparition des 3 sœurs Beaumont en fête d'hiver nationale. Leur visage fait la une des journaux pendant plusieurs semaines. Des dizaines de témoignages affluent du monde entier, mais aucun ne se révèle pertinent après vérification. À Noël 2000, soit 4 mois après la disparition, la famille Beaumont traverse les fêtes dans un silence pesant. Marcel a repris son travail par nécessité financière, mais ses collègues notent qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Sylvie a accepté de consulter un psychiatre, mais refuse toujours de retourner enseigner. Le couple, autrefois uni et complice, se trouve de plus en plus isolé dans sa douleur respective. L'année 2001 apporte son lot de faux espoirs et de déceptions cruelles. En mars, une adolescente correspondant au signalement de Clémence est aperçue dans une gare de Toulouse. Marcel et Sylvie se précipitent sur place, mais il s'agit d'une méprise.
En juillet, des restes humains sont découverts dans une forêt des Landes. L'analyse médico-légale révèle qu'il s'agit d'ossements d'une femme adulte décédée depuis plusieurs années. Le deuxième anniversaire de la disparition, en août 2002, marque un tournant dans l'attitude de la communauté. Beaucoup de voisins et d'amis, épuisés émotionnellement, commencent à espacer leurs visites et leurs manifestations de soutien. La vie reprend peu à peu son cours normal pour tout le monde, sauf pour Marcel et Sylvie qui restent figés dans leur douleur. En 2003, le dossier est officiellement classé sans suite, faute d'éléments nouveaux. Cette décision administrative bouleverse profondément les parents Beaumont, qui y voient un abandon de leur fille par la société. Marcel développe une rancœur tenace contre les institutions, multipliant les courriers aux autorités et les recours juridiques pour maintenir l'enquête ouverte. Les années suivantes s'écoulent dans une routine douloureuse, ponctuée de rares rebondissements. En 2005, un témoignage de Belgique évoque 3 jeunes filles françaises vues dans un réseau de prostitution à Anvers. L'enquête européenne mobilise des moyens importants pendant 6 mois, mais aboutit à une nouvelle impasse. En 2008, une prétendue voyante contacte la famille, affirmant connaître le lieu où reposent les corps. Cette piste fantaisiste ne mène qu'à une nouvelle déception et à une douloureuse remise en question. Marcel et Sylvie vieillissent prématurément sous le poids de leur chagrin. Leurs cheveux blanchissent, leurs traits se creusent et leur santé se dégrade progressivement. En 2010, Sylvie fait un infarctus léger que les médecins attribuent directement au stress chronique. Marcel développe une hypertension sévère qui nécessite un traitement médical permanent. Malgré les années qui passent, ils maintiennent un rituel immuable. Chaque 15 août, ils se rendent sur les lieux du mariage pour déposer des fleurs et allumer 3 bougies. Cette cérémonie privée, à laquelle participent encore quelques proches fidèles, représente le seul moment où ils acceptent de parler publiquement de leur fille. Henri Lavigne continue d'exercer son métier de photographe, mais l'affaire a marqué sa carrière. Plusieurs familles annulent leurs commandes après la disparition par superstition ou malaise. Il finit par déménager son studio rue Fondaudège, cherchant un nouveau départ professionnel. Paradoxalement, il maintient des relations cordiales avec la famille Beaumont, envoyant chaque année une carte de vœux discrète et participant parfois aux commémorations du 15 août. En 2015, soit 15 ans après la disparition, une nouvelle enquête de police s'est ouverte suite à l'évolution des techniques d'investigation. L'ADN des 3 sœurs est intégré dans la base de données nationale, et tous les restes humains non identifiés découverts en France depuis 2000 sont réanalysés. Cette procédure, qui suscite un nouvel espoir chez les parents, ne donne aucun résultat concluant. La société française, elle, a évolué. Les téléphones portables sont devenus omniprésents, les réseaux sociaux transforment la communication, et les procédures d'alerte enlèvement ont été perfectionnées. Marcel et Sylvie réalisent amèrement que si la disparition avait eu lieu à l'époque moderne, les moyens de recherche auraient été incomparablement plus efficaces. En 2018, Claire, la sœur de Sylvie et mère de Marianne, décède d'un cancer. Cette perte supplémentaire ravive cruellement le deuil inachevé des 3 sœurs. Marianne, devenue entre-temps mère de 2 enfants, tente de maintenir les liens familiaux, mais avoue sa difficulté à côtoyer la douleur permanente de son oncle et sa tante. L'année 2020 et la pandémie de Covid-19 isolent encore davantage Marcel et Sylvie. Les confinements successifs les coupent de leurs rares contacts sociaux et les enferment dans leur maison de Codéran, devenue un mausolée à la mémoire de leur fille. C'est pendant cette période de réclusion forcée que Sylvie développe l'idée de numériser toutes les photos de famille pour créer un album numérique en souvenir de Clémence, Hortense et Constance. Le projet de numérisation commence timidement en janvier 2021. Sylvie, désormais âgée de 62 ans, découvre les possibilités offertes par la technologie moderne grâce à sa nièce Marianne, qui lui offre un scanner haute définition pour son anniversaire. L'idée est de préserver les souvenirs familiaux en les transformant en fichiers numériques inaltérables. Le processus s'avère thérapeutique pour Sylvie.
Redécouvrir les sourires de ses filles à travers des centaines de photos lui permet de revivre des moments de bonheur oubliés. Elle passe des heures à classer chronologiquement chaque cliché, depuis les premiers portraits de bébé jusqu'aux dernières photos prises le jour du mariage de Marianne. Marcel, initialement réticent à ce projet qu'il juge douloureux, finit par s'y associer. Ensemble, ils redécouvrent 20 ans de vie familiale, les anniversaires, les vacances en Charente-Maritime, les spectacles de danse de Clémence, les remises de prix scolaires d'Hortense, les fêtes de Noël où Constance distribuait ses dessins à toute la famille. Le travail avance lentement, par séances de quelques heures seulement, l'émotion étant parfois trop forte pour continuer. Sylvie développe une méthode méticuleuse. Elle nettoie d'abord chaque photo avec un pinceau doux, puis la scanne en haute résolution. Enfin, elle la classe dans un dossier informatique minutieusement organisé par année et par événement. C'est en mars 2022, soit près de 22 ans après la disparition, que Sylvie arrive aux photos du mariage de Marianne. Ces clichés représentent les dernières images de ses filles, et elle a repoussé ce moment le plus longtemps possible. Henri Lavigne leur avait remis à l'époque un album complet contenant tous les tirages de la soirée, mais Marcel et Sylvie n'avaient jamais eu le courage de le regarder entièrement. Le samedi 12 mars 2022, par une après-midi pluvieuse typique du climat atlantique, Sylvie ouvre l'album du mariage avec des mains tremblantes. Marcel, assis à ses côtés dans leur salon, pose une main réconfortante sur son épaule. Ensemble, ils contemplent ces instantanés figés d'un bonheur qui s'apprêtait à basculer dans le cauchemar. Les premières photos, prises pendant la cérémonie religieuse, montrent leurs 3 filles dans toute leur beauté et leur innocence. Clémence, élégante dans sa robe bleu marine, semble déjà habiter son rêve de devenir danseuse étoile. Hortense, discrète mais souriante, observe la cérémonie avec l'attention particulière qu'elle portait à tous les événements. Constance, radieuse dans sa robe rose, illumine chaque photo de sa joie spontanée. Sylvie scanne méthodiquement chaque cliché, s'attardant sur les détails. La façon dont Clémence ajuste machinalement sa posture de danseuse. Le regard intelligent d'Hortense, qui semble analyser la cérémonie. Le sourire communicatif de Constance, qui fait rire tous les adultes autour d'elle. Ces images révèlent des nuances que la douleur avait effacées de leur mémoire. Quand Sylvie arrive aux photos de la réception, l'émotion redouble d'intensité. Voici leurs filles en train de danser ensemble, de rire avec leurs cousins, de déguster le repas de fête. Henri Lavigne avait su capter l'essence même de leur complicité fraternelle et de leur bonheur d'enfants insouciants. Chaque image raconte une histoire, révèle une interaction, immortalise un regard complice. C'est en scannant la 43e photo que Sylvie remarque quelque chose d'inhabituel. Cette image, prise pendant le cocktail dans le jardin vers 18h, montre les 3 sœurs en train de discuter avec d'autres enfants près du buffet des boissons. Au premier plan, la scène semble parfaitement normale et joyeuse. Mais grâce à la haute définition du scanner moderne, Sylvie distingue nettement l'arrière-plan de la photo. Là, à une dizaine de mètres derrière les enfants, un homme se tient debout près d'un arbre. L'individu porte un costume sombre et observe intensément la scène. Ce qui frappe immédiatement Sylvie, c'est que cet homme ne regarde pas l'objectif comme le feraient naturellement les autres invités aperçus en arrière-plan. Non, son regard est fixé exclusivement sur ses 3 filles, avec une intensité qui la glace instantanément. Sylvie appelle Marcel d'une voix étranglée. Ensemble, ils examinent attentivement cette silhouette qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant. L'homme semble âgé d'une 40aine d'années, de corpulence moyenne, avec des cheveux châtains. Sa posture et son expression dégagent quelque chose de dérangeant, une concentration malsaine qui tranche avec l'ambiance festive environnante. Fébrile, Sylvie continue de scanner les photos suivantes en portant une attention particulière aux arrière-plans. Elle découvre avec effroi que l'homme mystérieux apparaît dans 6 autres clichés, toujours en train d'observer ses filles avec la même fixité troublante.
Dans une photo prise pendant le dîner, il se tient debout près de la fenêtre de la salle, le regard rivé sur la table où sont assises Clémence, Hortense et Constance. Le plus troublant, c'est que dans chaque image, l'homme semble avoir anticipé les mouvements des trois sœurs. Quand elles se déplacent vers le jardin, il est déjà positionné de manière à les voir. Quand elle retourne dans la salle, il s'est déplacé pour maintenir sa surveillance. Cette précision dans ses déplacements suggère une planification minutieuse et une connaissance parfaite des lieux. Marcel et Sylvie passent le reste de la soirée à examiner et réexaminer ces photos sous tous les angles. Ils utilisent la fonction zoom de leur ordinateur pour scruter chaque détail du visage de l'homme, espérant le reconnaître. Mais aucun d'eux ne parvient à l'identifier formellement. Il ne fait manifestement pas partie des invités officiels du mariage, car ils connaissent tous les amis et la famille de Marianne et Antoine. Le lendemain matin, dimanche 13 mars, Marcel contacte immédiatement le commissariat de Bordeaux-Centre. L'affaire ayant été classée depuis de nombreuses années, il doit insister pour qu'un enquêteur accepte de les recevoir. C'est finalement l'adjudant de police judiciaire Sophie Martinez qui les convoque dans l'après-midi pour examiner leurs découvertes. Sophie Martinez, 38 ans, travaille à la brigade criminelle depuis 10 ans. Elle connaît l'affaire Beaumont de réputation, mais n'était pas encore en poste au moment des faits. Femme méthodique et expérimentée, elle examine attentivement les photos numériques que lui présentent Marcel et Sylvie. Son expertise lui permet immédiatement de confirmer que la présence de cet homme constitue effectivement un élément troublant et potentiellement significatif. L'adjudant Martinez demande aux parents Beaumont de lui remettre une copie de toutes les photos du mariage, y compris celles où l'homme mystérieux n'apparaît pas. Elle souhaite faire analyser ces images par le service de police technique et scientifique, qui dispose désormais d'outils d'analyse numérique sophistiqués inexistants en 2000. Le mardi 15 mars, les experts commencent leur travail d'analyse. Grâce au logiciel de reconnaissance faciale et d'amélioration d'image, ils parviennent à isoler et à affiner considérablement le visage de l'homme suspect. Le portrait robot ainsi obtenu révèle un individu aux traits marqués, avec un regard particulièrement perçant et une expression de concentration intense. Parallèlement, l'adjudant Martinez rouvre officiellement l'enquête et reconstitue l'équipe d'investigation. Elle demande à consulter tous les éléments du dossier original, soit plusieurs milliers de pages de témoignages, rapports d'expertise et procès-verbaux. Cette relecture attentive, éclairée par la découverte des photos, permet d'identifier plusieurs incohérences mineures qui avaient été négligées à l'époque. Le mercredi 16 mars, Sophie Martinez convoque Henri Lavigne pour un nouvel interrogatoire. Le photographe, maintenant âgé de 69 ans, accueille cette convocation avec surprise, mais se montre parfaitement coopératif. Il explique qu'après 22 ans, ses souvenirs de cette soirée se sont estompés, mais qu'il fera tout son possible pour aider l'enquête. Quand l'adjudant Martinez lui présente les photos montrant l'homme mystérieux, Henri Lavigne examine attentivement chaque cliché. Il affirme ne pas reconnaître cet individu et ne pas se souvenir de l'avoir remarqué pendant la soirée. Selon lui, en tant que photographe professionnel, il était entièrement concentré sur son travail et ne prêtait attention aux invités que pour organiser les poses et capter les meilleurs moments. Cependant, Henri Lavigne fournit une information cruciale. Il se souvient parfaitement de la disposition de son matériel pendant la soirée et peut indiquer avec précision l'emplacement depuis lequel chaque photo a été prise. Cette reconstitution permet aux enquêteurs de déterminer que l'homme mystérieux devait nécessairement connaître les habitudes de travail du photographe pour anticiper ainsi les angles de prise de vue. L'adjudant Martinez fait également appel aux témoins encore vivants du mariage de Marianne. 22 ans plus tard, plusieurs invités sont décédés, d'autres ont déménagé loin de Bordeaux, mais une trentaine d'entre eux peuvent être recontactés. Chacun reçoit une copie du portrait robot de l'homme mystérieux avec une demande d'identification. Les premiers retours arrivent rapidement. Marianne et son mari Antoine ne reconnaissent pas l'individu et affirment formellement qu'il ne faisait pas partie de leurs invités.
Claire était décédée, mais son mari confirme également ne pas connaître cet homme. Tous les témoins recontactés donnent la même réponse. L'homme aux cheveux châtains leur est totalement inconnu. Cette série de témoignages négatifs renforce la thèse que l'individu s'est introduit clandestinement dans la réception. Mais comment a-t-il pu accéder au lieu sans se faire remarquer? La salle des fêtes municipales de Saint-Augustin n'était pas gardée, mais l'accès était en principe réservé aux invités. L'homme devait donc soit connaître parfaitement les lieux, soit avoir bénéficié d'une complicité. Le vendredi 18 mars, l'enquête prend une nouvelle dimension quand l'adjudant Martinez découvre dans les archives municipales que la salle des fêtes de Saint-Augustin avait fait l'objet de travaux de rénovation au printemps 2000. Ces travaux, supervisés par les services techniques de la mairie, avaient nécessité l'intervention de plusieurs entreprises bordelaises spécialisées dans le bâtiment. Cette piste amène Sophie Martinez à s'interroger sur les liens possibles entre l'homme mystérieux et les professionnels ayant eu accès au lieu. Elle demande la liste complète des entreprises et des ouvriers ayant travaillé dans la salle des fêtes entre janvier et juillet 2000. Cette démarche révèle que 15 sociétés différentes sont intervenues. Électriciens, plombiers, peintres, carreleurs, menuisiers. L'adjudant Martinez et son équipe commencent alors un travail de fourmi pour identifier et localiser tous les ouvriers ayant participé à ces rénovations. 22 ans plus tard, cette tâche s'avère complexe. Certaines entreprises ont fermé, d'autres ont été rachetées et beaucoup d'ouvriers ont changé d'employeur ou pris leur retraite. Néanmoins, au bout de 10 jours de recherches acharnées, l'équipe parvient à établir une liste de 68 personnes ayant eu accès à la salle des fêtes pendant les travaux. Chacune fait l'objet d'une vérification dans les fichiers de police pour détecter d'éventuels antécédents judiciaires liés aux atteintes sur mineurs. Cette vérification révèle que 3 des ouvriers possèdent un casier judiciaire pour des délits mineurs sans rapport avec l'affaire. Vol à l'étalage, conduite en état d'ivresse, violence conjugale. Mais aucun n'a jamais été inquiété pour des faits concernant des enfants. De plus, la comparaison de leurs photos d'identité avec le portrait robot de l'homme mystérieux ne donne aucune correspondance probante. L'enquête semble dans une nouvelle impasse quand, le lundi 28 mars, un élément inattendu relance l'investigation. Marianne, qui suit attentivement les développements de l'affaire, se souvient soudain d'un détail qu'elle avait oublié. Elle contacte l'adjudant Martinez pour lui signaler qu'Henri Lavigne était venu repérer les lieux de la réception à 3 reprises avant le mariage. Cette information, qui pouvait paraître anodine en 2000, prend une résonance particulière à la lumière des nouvelles découvertes. Si quelqu'un avait voulu étudier la disposition des lieux et les habitudes de travail d'Henri Lavigne, ces séances de repérage auraient constitué des occasions idéales. L'homme mystérieux aurait pu observer le photographe à son insu et planifier sa propre surveillance en conséquence. Sophie Martinez décide donc de reconvoquer Henri Lavigne pour un interrogatoire approfondi sur ces séances de repérage. Le photographe, toujours coopératif, fournit tous les détails dont il se souvient, les dates exactes de ses visites, les personnes qu'il a rencontrées sur place, les aspects techniques qu'il a étudiés. C'est au cours de cet entretien qu'Henri Lavigne mentionne un fait qu'il avait complètement oublié. Lors de sa 2e visite de repérage, le 25 juillet 2000, il avait remarqué la présence d'un homme qui prétendait être un responsable de la mairie venu vérifier l'état des nouvelles installations. Cet individu avait engagé la conversation avec lui et s'était montré très intéressé par son travail de photographe de mariage. L'adjudant Martinez demande immédiatement à Henri Lavigne de décrire cet homme en détail. La description correspond parfaitement au portrait robot établi d'après les photos. 40aine d'années, corpulence moyenne, cheveux châtains, regard perçant. Henri se souvient même que l'individu lui avait posé des questions précises sur ses méthodes de travail et ses techniques de prise de vue. Cette révélation constitue un tournant majeur dans l'enquête. L'homme mystérieux avait donc planifié son infiltration dans la réception en étudiant minutieusement les habitudes d'Henri Lavigne.
Il savait exactement où se placer pour observer les trois sœurs Beaumont, tout en restant dans les angles morts du photographe. Cette préméditation confirme que l'enlèvement était parfaitement organisé et ciblé. L'adjudant Martinez contacte immédiatement les services de la mairie de Bordeaux pour vérifier si un agent municipal avait effectivement été envoyé dans la salle des fêtes le 25 juillet 2000. Après consultation des archives, il s'avère qu'aucune inspection officielle n'était prévue à cette date. L'homme qui avait abordé Henri Lavigne était donc un imposteur, qui usurpait une identité professionnelle pour justifier sa présence. Cette découverte relance complètement l'enquête et mobilise des moyens considérables. L'adjudant Martinez constitue une cellule d'investigation spécialisée, comprenant des experts en analyse comportementale, en criminologie et en techniques de surveillance. L'affaire des trois sœurs Beaumont, dormante depuis 22 ans, redevient une priorité absolue pour la police bordelaise. Le mardi 29 mars 2022, l'adjudant Martinez prend une décision cruciale qui va faire basculer l'enquête. Elle ordonne une confrontation entre Henri Lavigne et un portraitiste de la police judiciaire pour établir un portrait robot encore plus précis de l'homme mystérieux. Cette séance, qui dure plus de 4 heures, permet d'affiner considérablement les traits du suspect. Le nouveau portrait révèle un visage aux caractéristiques très particulières. Une cicatrice à peine visible sur la tempe gauche, des yeux légèrement asymétriques et surtout une façon très spécifique de porter la tête légèrement inclinée vers la droite. Ces détails, invisibles sur les photos originales mais gravés dans la mémoire d'Henri Lavigne, donnent au portrait une précision remarquable. Quand Sophie Martinez montre ce nouveau portrait robot à Henri Lavigne, quelque chose d'inattendu se produit. Le photographe, qui jusque-là affirmait ne pas reconnaître l'homme, se fige soudain. Son visage pâlit et ses mains se mettent à trembler légèrement. Après un long silence, il demande d'une voix étranglée s'il peut examiner le portrait de plus près. L'adjudant Martinez observe attentivement la réaction d'Henri Lavigne. 22 ans d'expérience en interrogatoire lui ont appris à déceler les signes de reconnaissance et de trouble chez un témoin. Elle comprend immédiatement que le photographe vient d'identifier l'homme mystérieux, mais qu'il hésite à révéler son identité. Après 10 minutes de silence pesant, Henri Lavigne finit par avouer la vérité. Il reconnaît formellement l'homme du portrait, mais cette reconnaissance le plonge dans un dilemme moral terrible. L'individu n'est autre que son propre frère, Gérard Lavigne, avec qui il était brouillé depuis des années à cause de différends familiaux et de soupçons sur sa moralité. Henri explique que Gérard, de 3 ans son cadet, a toujours mené une existence marginale et trouble. Ancien militaire réformé pour problèmes psychologiques, il a enchaîné les petits emplois sans jamais parvenir à se stabiliser. Leur relation s'était définitivement dégradée en 1998, quand Henri avait surpris Gérard en train d'observer de façon malsaine sa propre fille de 14 ans pendant une réunion de famille. Cette révélation bouleverse complètement l'enquête. Gérard Lavigne connaissait parfaitement les méthodes de travail de son frère Henri, ce qui explique sa capacité à anticiper les angles de prise de vue et à rester invisible sur la plupart des photos. Sa présence à la salle des fêtes n'avait rien d'un hasard. Il avait minutieusement planifié sa surveillance des trois sœurs Beaumont. L'adjudant Martinez lance immédiatement un avis de recherche nationale contre Gérard Lavigne. Les vérifications dans les fichiers de police révèlent un parcours inquiétant. Plusieurs signalements pour rôdage près d'écoles dans les années 90, une interpellation en 1999 pour exhibition sexuelle et surtout un séjour de 6 mois en hôpital psychiatrique en 1997 pour troubles du comportement sexuel. La recherche de Gérard Lavigne se révèle complexe car l'homme a mené une existence nomade depuis 2000. Aucune adresse fixe, aucun emploi déclaré, aucune trace dans les fichiers sociaux. Il semble avoir délibérément effacé ces traces après le 15 août 2000, ce qui renforce les soupçons sur son implication dans la disparition des trois sœurs. C'est finalement grâce aux nouvelles technologies que Gérard Lavigne est localisé.
Le vendredi 1er avril, l'analyse des données téléphoniques et bancaires révèle qu'il utilise sporadiquement une carte de crédit prépayée émise sous une fausse identité. Les dernières transactions ont eu lieu dans la région de Perpignan, près de la frontière espagnole. L'adjudant Martinez coordonne immédiatement une opération d'interpellation avec la police de Perpignan. Les enquêteurs découvrent que Gérard Lavigne vit dans un camping-car délabré stationné dans un terrain vague à la périphérie de la ville. L'homme de 64 ans, vieilli prématurément et en mauvaise santé, n'oppose aucune résistance à son arrestation. La perquisition du camping-car révèle des éléments accablants. Les enquêteurs découvrent plusieurs albums photos contenant des images d'enfants découpées dans des magazines, des plans détaillés de la salle des fêtes de Saint-Augustin, datés de juillet 2000, et surtout cachés dans une double cloison, un sac plastique contenant 3 petits objets personnels. Un élastique à cheveux de Clémence, une barrette d'Hortense et un petit bracelet de Constance. Ces trophées constituent la preuve formelle de l'implication de Gérard Lavigne dans l'enlèvement des 3 sœurs. Confronté à ces évidences lors de son transfert à Bordeaux, l'homme s'effondre psychologiquement et commence à passer aux aveux. Mais ces révélations vont dépasser en horreur tout ce que les enquêteurs imaginaient. Gérard Lavigne avoue avoir planifié l'enlèvement des 3 sœurs Beaumont pendant plusieurs mois. Il les avait repérées lors d'une cérémonie religieuse en mai 2000 et avait été obsédé par leur beauté et leur innocence. Apprenant par son frère Henri que celui-ci allait photographier leur mariage familial, il avait vu là une occasion unique de les approcher. Le plan qu'il décrit révèle une préméditation effrayante. Gérard avait étudié minutieusement les habitudes de la famille Beaumont, repéré leur domicile, observé les trajets des filles entre l'école et la maison. Il connaissait leurs horaires, leurs activités et même leurs personnalités respectives grâce aux informations glanées auprès de son frère. Le soir du 15 août, Gérard s'était introduit dans la réception en se faisant passer pour un technicien venu vérifier le matériel de sonorisation. Personne n'avait remis en question sa présence, d'autant qu'il connaissait parfaitement les lieux grâce à ses repérages antérieurs. Il avait passé la soirée à observer les 3 sœurs, attendant le moment propice pour passer à l'action. Vers 23h45, profitant de l'agitation de fin de soirée et sachant que leurs parents allaient bientôt les chercher, Gérard avait approché les 3 filles dans le jardin. Il leur avait raconté qu'Henri l'envoyait les chercher pour une dernière séance photo en extérieur, profitant de l'éclairage nocturne pour un effet artistique particulier. Les 3 sœurs, habituées aux exigences techniques de leur oncle Henri et flattées d'être choisies pour une photo spéciale, l'avaient suivi sans méfiance. Gérard les avait conduites vers son véhicule garé dans une rue adjacente, prétextant que le matériel photo était dans son coffre. Une fois près du véhicule, il avait neutralisé les 3 enfants avec un produit anesthésiant et les avait emmenés. Les révélations de Gérard sur ce qui s'était passé ensuite glaçant les enquêteurs. Il avoue avoir conduit les 3 sœurs dans une propriété isolée qu'il louait sous fausse identité dans les Landes, à 2 heures de route de Bordeaux. Cette maison, située au cœur d'une forêt de pins, était totalement coupée de toute habitation et parfaitement insonorisée. Pendant 6 mois, de août 2000 à février 2001, Gérard a séquestré les 3 sœurs dans cette propriété. Il les nourrissait correctement et ne les maltraitait pas physiquement, mais les soumettait à un conditionnement psychologique intense pour les préparer à leur nouvelle vie. Son objectif était de les vendre à un réseau de traite d'êtres humains, opérant entre l'Espagne et l'Europe de l'Est. L'homme avoue avoir été en contact avec des intermédiaires de ce réseau dès septembre 2000. Les négociations étaient complexes, car les acheteurs potentiels voulaient des garanties sur l'origine des enfants et sur leur qualité. Gérard avait fourni des photos et des informations détaillées sur chacune des sœurs, mettant en avant leurs talents respectifs et leur éducation bourgeoise. En février 2001, soit 6 mois après l'enlèvement, la transaction avait finalement eu lieu. 3 hommes d'origine balkanique étaient venus chercher les sœurs Beaumont dans la propriété des Landes. Gérard avait reçu en échange une somme considérable qu'il refuse de préciser, ainsi que la promesse d'autres commandes s'il se montrait capable de fournir d'autres enfants de même qualité.
Cette révélation concernant le réseau de traite explique pourquoi aucune trace des trois sœurs n'avait jamais été retrouvée en France. Elles avaient été emmenées vers l'Europe de l'Est, probablement via l'Espagne, et intégrées dans des circuits de prostitution infantile internationale. À l'époque, les contrôles aux frontières étaient moins stricts et les moyens de lutte contre ces trafics beaucoup moins développés. Gérard prétend ne pas savoir ce qu'elles sont devenues après février 2001, mais son attitude et ses hésitations suggèrent qu'il en sait plus qu'il ne veut l'admettre. Les enquêteurs comprennent qu'il protège encore le réseau criminel qu'il avait employé, soit par peur des représailles, soit dans l'espoir de négocier une réduction de peine. L'arrestation de Gérard Lavigne et ses aveux détaillés marquent un tournant majeur dans l'affaire des trois sœurs Beaumont, mais soulèvent également de nouvelles questions cruciales. L'adjudant Martinez comprend que l'enquête ne fait que commencer et qu'il faut maintenant démanteler le réseau international qui a acheté les trois enfants. Les informations fournies par Gérard permettent aux autorités françaises de lancer une coopération européenne d'envergure. Europol est immédiatement saisi et des équipes d'enquêteurs spécialisées dans la lutte contre la traite des êtres humains sont mobilisées en France, en Espagne, en Serbie et en Roumanie, pays identifiés comme maillons de la chaîne criminelle. L'enquête révèle progressivement l'existence d'un réseau sophistiqué dirigé depuis Belgrade par un certain Dimitri Kovač, ancien militaire serbe reconverti dans le trafic d'êtres humains après la guerre des Balkans. Ce réseau opérait selon un modèle économique précis, commander des enfants aux caractéristiques spécifiques auprès de fournisseurs locaux comme Gérard Lavigne, puis les revendre à des clients fortunés du Moyen-Orient ou d'Asie. Les enquêteurs découvrent que Clémence, Hortense et Constance n'étaient pas les seules victimes de ce réseau. Entre 1995 et 2005, au moins 23 enfants européens ont disparu selon le même modus operandi. Tous étaient issus de familles bourgeoises. Tous présentaient des talents particuliers ou une beauté remarquable, et tous avaient disparu lors d'événements familiaux ou sociaux. En mai 2022, l'opération Phoenix, coordonnée par Europol, permet l'arrestation simultanée de 18 membres du réseau dans 6 pays européens. Dimitri Kovač est interpellé à Belgrade, ses lieutenants espagnols à Madrid et Barcelone, et plusieurs clients fortunés sont arrêtés en Turquie et aux Émirats arabes unis. Cette opération internationale révèle des détails glaçants sur le sort des trois sœurs Beaumont. D'après les témoignages recueillis et les documents saisis, Clémence avait été vendue à un collectionneur de Dubaï qui recherchait spécifiquement une danseuse européenne pour sa collection privée. Hortense avait été dirigée vers Istanbul, où un réseau local exploitait ses compétences intellectuelles pour des activités de cybercriminalité. Constance, la plus jeune, avait été placée dans un bordel clandestin de Bucarest. Les enquêteurs parviennent à retrouver les traces de Constance jusqu'en 2004, où elle apparaît dans des documents de police roumains sous une fausse identité. Elle aurait alors 17 ans et serait officiellement décédée d'une overdose dans un squat de Bucarest. L'analyse ADN pratiquée sur des échantillons conservés confirme tragiquement qu'il s'agit bien de la Benjamine des sœurs Beaumont. Concernant Hortense, les investigations révèlent qu'elle aurait survécu jusqu'en 2008, utilisée par le réseau turc pour ses compétences en informatique, avant d'être éliminée quand elle est devenue trop âgée et savait trop de choses sur l'organisation. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais plusieurs témoins confirment sa présence à Istanbul jusqu'à cette date. Le sort de Clémence reste plus mystérieux. Les dernières traces fiables remontent à 2006, où elle aurait été vue dans la propriété privée de son collectionneur de Dubaï. L'homme, un magnate du pétrole de 68 ans, nie farouchement l'avoir jamais rencontré, malgré les preuves accablantes retrouvées dans ses biens. Il meurt d'un infarctus en prison avant d'avoir pu être jugé. Ces révélations, aussi terribles soient-elles, apportent enfin des réponses aux questions qui hantaient Marcel et Sylvie Beaumont depuis 22 ans. Le couple, maintenant âgé de 65 et 63 ans, accueille ces nouvelles avec un mélange de soulagement et de douleur immense.
Savoir que leurs filles ont souffert, mais comprendre enfin leur sort, leur permet d'entamer un véritable processus de deuil. Le procès de Gérard Lavigne s'ouvre en septembre 2022 devant la cour d'assises de la Gironde. L'homme, maintenant âgé de 65 ans et en mauvaise santé, reconnaît intégralement les faits qui lui sont reprochés. Ses aveux détaillés et sa coopération avec la justice internationale lui valent néanmoins une condamnation exemplaire. 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Henri Lavigne, le frère photographe, fait également l'objet de poursuites pour non-assistance à personne en danger et complicité passive. Bien qu'il n'ait pas participé directement au crime, sa connaissance des tendances de son frère et son silence pendant 22 ans sont considérés comme une faute morale grave. Il écope de 2 ans de prison avec sursis et de l'interdiction définitive d'exercer comme photographe d'événements familiaux. L'affaire des 3 sœurs Beaumont a des répercussions importantes sur l'évolution des procédures de sécurité lors d'événements familiaux en France. De nouvelles recommandations sont émises pour les organisateurs de mariage et de réception, incluant l'obligation de vérifier l'identité de tous les prestataires et la mise en place de protocoles de surveillance des enfants présents. Marcel et Sylvie Beaumont créent en 2023 la Fondation Clémence, Hortense et Constance, qui œuvre pour la prévention de la traite des mineurs et le soutien aux familles de victimes. Cette fondation développe des programmes de sensibilisation dans les écoles et forme les professionnels de l'enfance à détecter les signes de prédation. La découverte fortuite dans les photos numérisées illustre aussi l'importance des nouvelles technologies dans la résolution d'affaires anciennes. Plusieurs autres dossiers classés sont rouverts en France suite à l'affaire Beaumont, permettant de résoudre des crimes qui semblaient à jamais impunis grâce aux outils d'analyse numérique modernes. En mars 2023, soit exactement 1 an après la découverte des photos suspectes, Marcel et Sylvie organisent une cérémonie commémorative dans le cimetière de Codéran. 3 stèles symboliques sont érigées à la mémoire de leur fille, permettant enfin à la famille et aux proches de se recueillir sur un lieu précis. Cette cérémonie marque la fin d'un calvaire de 23 ans et le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. L'affaire révèle également l'existence de nombreuses autres victimes du réseau Kovacs, dont certaines sont encore recherchées par leur famille. L'opération Phénix permet de résoudre partiellement 13 autres disparitions d'enfants en Europe, offrant des réponses longtemps attendues à des dizaines de familles brisées. Aujourd'hui, l'histoire des 3 sœurs Beaumont continue d'alimenter la formation des enquêteurs spécialisés dans les disparitions d'enfants. Elle démontre que même après des décennies, la patience, les nouvelles technologies et la détermination des familles peuvent permettre de percer les mystères les plus opaques et de rendre justice aux victimes. Marcel et Sylvie, malgré leur âge et les épreuves traversées, poursuivent leur engagement auprès de la fondation qu'ils ont créée. Ils témoignent régulièrement dans les écoles et lors de colloques internationaux, transformant leur tragédie personnelle en un combat universel contre l'exploitation des enfants. Leur force et leur dignité continuent d'inspirer tous ceux qui luttent pour protéger l'innocence de l'enfance. L'affaire des 3 sœurs Beaumont restera gravée dans l'histoire criminelle française, comme un exemple terrifiant de prédation planifiée, mais aussi comme la preuve que la vérité finit toujours par éclater, même après plus de 2 décennies d'ombre et de silence. La photo qui a tout révélé trône maintenant dans le bureau de l'adjudant Martinez, rappelant quotidiennement que les indices les plus cruciaux peuvent se cacher dans les détails les plus anodins. Cette histoire nous révèle comment les prédateurs les plus dangereux savent se fondre dans notre quotidien et exploiter notre confiance pour commettre leurs crimes les plus abjects. Elle nous enseigne aussi que la technologie moderne peut réveiller les secrets du passé et offrir enfin la justice aux victimes oubliées. Aviez-vous remarqué les indices troublants dans le comportement d'Henri Lavigne tout au long de cette histoire? Sa coopération exemplaire cachait-elle une culpabilité plus profonde que ce qui a été révélé au procès? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
Si cette enquête criminelle vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux enquêtes criminelles réelles. Ensemble, continuons de faire la lumière sur ces affaires qui nous rappellent l'importance de protéger nos enfants.